Bonjour à tous et à toutes. Je suis interne de psychiatrie de septième semestre dans le service du professeur Lançon et actuellement je suis en psychiatrie de liaison du coup à la Timone. Et aujourd'hui je vais vous proposer un peu une réflexion autour de la psychose hallucinatoire chronique. Bonjour à tous Est-ce et à qu'on peut toutes. considérer qu'elle existe encore? Qu'est-ce qu'on en fait actuellement de ce diagnostic? C'est une question qui nous est venue suite à un avis de neurologie. Le motif de l'avis, c'était l'apparition d'une symptomatologie hallucinatoire et délirante chez une patiente de 61 ans qui est hospitalisée pour une neuromyélite optique dans un service à la Timone. Quand on reprend un peu ses antécédents, elle n'a aucun antécédent psychiatrique, aucun suivi, aucune hallucination, aucune hospitalisation, aucun traitement. Aucune consommation de toxiques. On retrouve juste quelques antécédents médico-chirurgicaux, surtout des antécédents cardiovasculaires, hypertension artérielle, dyslipidémie. Il y a une hypothyroïdie, mais notamment cette neuromyélite optique pour lequel, à ce moment-là, elle est hospitalisée. J'ai essayé de reprendre un tout petit peu quelques notions de la neuromyélite optique pour qu'on sache un peu tous de quoi on parle. C'est une pathologie du coup, qui est auto-immune inflammatoire du système nerveux central et démyélinisante. Quand je vous mets une définition comme ça peut faire penser un peu à une sclérose en plaques. C'est, il y a quelques différences, notamment le fait qu'il y ait une présence d'anticorps très spécifique qui est l'AQP4AB. Il y a c'est une pathologie qui a un moins bon pronostic que la sclérose en plaques et les traitements sont vraiment spécifiques par rapport à la sclérose en plaques. Ça va toucher le nerf optique et la moelle épinière dans ce contexte. Euh, c'est une patiente qui, du coup, elle nous arrive, elle est complètement autonome, il n'y a aucune aide à la maison. Elle habite dans un appartement seule, en dehors de Marseille. Elle est retraitée, elle travaillait dans le social et elle a un entourage familial assez présent on arrive à avoir au téléphone pendant l'entretien. Cette patiente, du coup, est sous Neurontin, Seresta, euh, pour les Neurontin pour des douleurs, Seresta pour des troubles du sommeil assez légers qu'elle a au domicile depuis longtemps. Euh, un sartan, un lévothyrox c'est une statine. Donc, quand on reprend un petit peu l'histoire de la maladie, donc cette patiente elle est suivie depuis une dizaine d'années pour cette neuromyélite optique. Elle est stabilisée sous rituximab actuellement. Le rituximab, c'est une cure tous les 6 mois pour lesquelles elle est hospitalisée dans ce contexte, tous les 6 mois en neurologie. Elle avait été hospitalisée quelques mois avant cette apparition d'hallucinations auditives. Il ne devait pas y avoir de nouvelle hospitalisation avant février. Et là, en décembre dernier, au cours d'une consultation un peu de suivi post-rituximab, le neurologue qui la suit retrouve des hallucinations auditives. En refaisant un tout petit peu l'anamnèse, ça aurait été d'apparition un peu subaiguë et de novo il y a environ un mois. Et c'est dans ce contexte-là que le neurologue l'hospitalise de manière un peu anticipée. On est en décembre à ce moment-là pour habituellement, normalement, une cure en février. Euh, Avant qu'ils nous appellent, ils font bien sûr des examens complémentaires pour essayer de voir si la cause peut être seconde, enfin la cause des hallucinations et du délire peut être secondaire à une cause médicale. Le TDM qui est fait, TDM cérébral, il revient sans anomalie. Le bilan biologique, il est normal aussi. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire, il n'y a pas de dysrégulation thyroïdienne. Il faut un EEG aussi qui est dépourvu de toute anomalie paroxystique. Et c'est dans ce contexte, chez une patiente sans antécédent psychiatrique, avec des hallucinations et des éléments délirants, euh, qui nous contactent pour essayer de voir s'il y a un trouble psychiatrique sous-jacent ayant pour eux éliminé une étiologie neurologique face à un bilan neurologique qui est normal. Et donc leur question, c'est est-ce qu'il y a une étiologie psychiatrique type psychose hallucinatoire chronique et quelle prise en charge donnée à cette apparition hallucinatoire subaiguë.
Donc, quand on la rencontre, elle a un contact qui est un peu méfiant vis-à-vis des soignants, voire parfois très méfiant. Elle est cohérente et orientée. Le discours n'a pas de désorganisation. Il n'y a pas de désorganisation de la pensée non plus. Les éléments délirants sont euh, hallucinatoires au premier plan. L'hallucination est auditive. Il y a une attitude d'écoute régulièrement. Probablement pas des hallucinations visuelles. On a du mal à les évaluer à ce moment-là. Le délire de persécution, enfin, le délire est vraiment persécutoire. Il est de mécanisme hallucinatoire et interprétatif. Et elle décrit vraiment des insultes et des menaces de la part de son voisinage. Euh, on la prendrait pour folle et on voudrait l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Tout ça, ça vient créer une grosse anxiété dans le discours. Cette anxiété, elle est assez envahissante. Euh, la Timmy est du coup vraiment impactée par ces éléments délirants et le sommeil est complètement altéré dans ce contexte. Il n'y a pas d'autres atteintes de fonction instinctuelle au moment où on la rencontre et il n'y a pas d'idée suicidaire. À ce moment-là, du coup, on conclut à des hallucinations auditives avec délire de persécution qui engendre une anxiété réactionnelle et une atteinte au sommeil. Mais ça, c'est un peu factuel, un peu. Est-ce que c'est la pathologie inflammatoire du système nerveux central qui provoque ça? Est-ce que c'est des prodromes d'une démence chez une patiente qui a quand même 60 ans? Est-ce que c'est une psychose d'apparition très tardive et donc un peu une psychose hallucinatoire chronique comme on pouvait les appeler avant? Ou est-ce que c'est une symptomatologie psychotique plutôt sur un trouble de l'humeur? À ce moment-là, dans ce contexte, on prescrit la kétiapine à posologie très progressive. On commence par 50 et on arrive à 300 milligrammes. La kétiapine, on a proposé ça parce que du coup, quand il y avait une part probablement un peu timique et anxieuse, on s'est dit que ça allait l'aider là-dessus. Et on a vu qu'à 300 milligrammes, c'était une posologie qui était considérée comme bien tolérée pour les personnes âgées. Euh, donc pour Madame F, à ce moment-là, on voit une amélioration du sommeil après 2 jours, une diminution de l'anxiété assez rapidement. Par contre, l'envahissement hallucinatoire diminue lui aussi, en parallèle de l'anxiété, mais il persiste des éléments délirants dans le discours. Euh, et quand elle quitte l'hospitalisation, il n'y a pas un amendement total des éléments délirants. Donc vient se poser la question du diagnostic. Et donc, qui dit question du diagnostic dit question du traitement. Est-ce que c'était le traitement adapté avec le diagnostic qu'on a proposé à ce moment-là? Est-ce que le fait de partir sur une psychose d'apparition très tardive était le bon diagnostic? Et est-ce que la psychose hallucinatoire chronique, du coup, existe toujours? Quel est ce diagnostic en question? Je vous propose du coup un plan autour de cette psychose d'apparition, enfin hallucinatoire chronique ou schizophrénie d'apparition très tardive. On va voir un peu les deux paradigmes et le changement de paradigme qui s'est fait au cours du XXe siècle. Donc d'un point de vue un peu historique, la part internationale et la part un peu française. Voir la démarche diagnostique actuelle. Euh, Où est-ce qu'on en est avec les avancées et finalement le traitement de l'hallucination chez la personne âgée, ou plutôt au travers donc, voilà, de différentes, selon les différentes orientations diagnostiques. Voilà, ça c'est mon plan que je vous propose, très chronologique pour la partie historique. Les premières mentions de la psychose tardive, la schizophrénie tardive, elles viennent de Créplin et Bleuler qui font ça vraiment au début du 20e. Créplin qui initialement commence à mentionner la démence précoce, qui deviendra plus tard la schizophrénie. Et les deux mentionnent en 1904 et 11 des caractéristiques communes entre la schizophrénie à début précoce et la schizophrénie à début tardif. C'est un peu dans cette même période-là que Heimer vient avec ses descriptions
de délire, de jalousie et d'hallucination qui, plus tard, nous donneront un peu ce diagnostic différentiel qui est la maladie d'Alzheimer en tant que telle. Euh, Progressivement, le diagnostic de schizophrénie tardive s'affine. Bleuler propose un diagnostic de schizophrénie tardive pour 40 ans, ce qui s'affinera au fur et à mesure. Et puis, dans les années 50, globalement, il y a beaucoup de littérature européenne qui commence à venir et euh, le terme ne tourne plus autour de schizophrénie tardive, mais plutôt paraphrénie tardive, parce que les symptômes sont un peu différents, un peu moins désorganisés et plus sur le versant délirant. Donc c'est le terme qui dominera la littérature jusque dans les années 50. Et puis toujours voilà, en 55, cette paraphrénie tardive qui persiste. Cette fois-ci, le seuil devient un seuil de 60 ans et c'est défini comme un peu ce qu'on va retrouver actuellement, un système qui est bien organisé, des délires paranoïaques avec ou sans hallucination auditive, euh, et une réponse affective bien préservée. C'est dans le cadre d'une personnalité, bref, existant dans le cadre d'une personnalité et des réponses affectives bien préservées. Euh, à ce moment-là, on va commencer à le retrouver dans le DSM. Le DSM-3 l'incluait pas, mais il va être mis dans la révision du DSM-3 avec la schizophrénie late onset, donc d'apparition tardive cette fois, après 45 ans. Ça s'affine encore une fois progressivement. Dans le 4, ça, il propose une définition pour 40 ans qui est mise en place aussi dans la CIM-10. Euh, et la PHC est principalement classée parmi les troubles de schizophrénie à partir du moment du DSM-4. Euh, le DSM-5, j'ai essayé de poncer un petit peu actuellement, mentionne pas vraiment cette schizophrénie d'apparition tardive ou très tardive. Elle est un peu vague, mais elle donne un peu des caractéristiques comme ce que je vous racontais dans les années 50, ce début donc tardif après 40 ans. Cette fois-ci, c'est acté, survenant surtout chez les femmes mariées, une prédominance des symptômes psychotiques, mais encore une fois, un fonctionnement qui est plutôt préservé. Euh, des critères diagnostiques de la schizophrénie qui peuvent être remplis, mais euh, voilà, encore une fois, pas trop d'éléments désorganisationnels qui seraient mentionnés. Euh, En parallèle de tout ça, donc pourquoi est-ce qu'on en est arrivé, nous, en France, à ce diagnostic de psychose hallucinatoire chronique? Il nous vient, je fais un petit retour dans le passé, il nous vient de Ballet, qui est un Français qui a écrit quatre textes sur ce sujet, sur la psychose hallucinatoire chronique, un par an de 2011 à 2014. Et pour vraiment préciser ce diagnostic-là, il parle d'une richesse hallucinatoire, euh, rarement interprétative, délirante. Pour ça, il faut une absence de démence, une apparition tardive et encore une fois, souvent chez la femme. C'est repris par plusieurs des auteurs qu'on connaît du début du XXe, notamment Claire Rambaud, qui l'intègre dans les automatismes mentaux. Et c'est à ce moment-là que globalement, le diagnostic vraiment rentre dans l'histoire de la psychiatrie française. Il est gardé, poursuivi, et il est même, encore une fois, affiné plus tard par Poulet et Pichot, qui propose une classification, enfin, dans le but un peu de la faire rentrer dans des études dans les années 80, avec un peu tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, ces hallucinations auditives intenses, des idées délirantes un peu de n'importe quel type, présence depuis au moins 6 mois. Bref, si vous voulez le regarder, je vous le laisserai. Pour ça, il faut que, enfin, pour pouvoir rentrer dans le PHC, il ne faut pas que ça réponde à un trouble schizophrénique. Et donc, pour ça, il le décale d'un point de vue surtout des éléments désorganisationnels.
et surtout pas d'éléments en faveur d'un trouble mental organique ou en abus d'alcool et de drogue. L'idée étant de faire rentrer la PHC dans une espèce de classification internationale. J'ai retrouvé une seule étude qui est anglophone, enfin anglo-saxonne, qui essayait d'intégrer la PHC une classification internationale. Elle n'est pas vraiment traduite. Ils utilisaient vraiment une traduction littérale de psychose hallucinatoire chronique. Et elle a jamais été vraiment intégrée dans le contexte international. Donc actuellement, on n'a pas vraiment de définition claire de la schizophrénie, en tout cas tardive. On sait que d'un point de vue international, la psychose hallucinatoire chronique n'a pas été gardée au niveau international. On a préféré les termes de schizophrénie, late onset schizophrenia-like psychosis, ou bien very late, qu'on retrouve. Euh, Late, ce sera à partir de 40 ans et very late à partir de 60 ans. Moi, dans ma présentation, je les ai traduits en schizophrénie d'apparition tardive ou schizophrénie d'apparition très tardive. Euh, c'est des définitions qui ne sont pas très claires, mais qui, dans la recherche, sont utilisées sous ces termes-là. La question, du coup, persiste toujours. La psychose hallucinatoire chronique, du coup, avait sa place plutôt dans quelque chose, dans une entité nosographique qui allait être assez homogène, avec des caractéristiques cliniques plutôt précises et qui allait faire voilà, un plus petit groupe de recherche, mais plus homogène, tandis que la critique qui est faite actuellement pour préserver ce terme de psychose hallucinatoire chronique vient mentionner une schizophrénie, enfin un trouble qui est trop hétérogène et de vouloir faire rentrer parfois à coup de forceps des diagnostics qui voilà, une classification trop large et des diagnostics qui, du coup, malgré le fait qu'ils s'en décalent d'un point de vue clinique, soient quand même mis dans la catégorie de schizophrénie. D'un point de vue de la démarche diagnostique, comment est-ce que on fait un peu le diagnostic de psychose hallucinatoire chronique, ou plutôt schizophrénie d'apparition tardive? C'est ce que j'utiliserai moi aujourd'hui dans mon PowerPoint. Euh, pour, pour qu'on puisse parler un peu tous de la même chose, de la schizophrénie d'apparition très tardive, donc celle à partir de 60 ans. Elle est semblable à une schizophrénie, elle présente typiquement des symptômes positifs surtout, sans ou avec peu de symptômes négatifs ou désorganisationnels qu'on observe habituellement dans la schizophrénie d'apparition précoce. Et les performances neuropsychologiques sont meilleures. Ça, c'est une définition que j'ai trouvé dans un des textes, enfin dans un des articles de PubMed. C'est une définition qui est critiquable parce elle a pas été, il n'y a pas vraiment de consensus international, mais c'est celle que je vous propose aujourd'hui. Pour vraiment un peu affiner encore notre démarche clinique, il faut qu'on s'y connaisse un peu au niveau épidémiologie. La schizophrénie d'apparition très tardive, du coup, c'est seulement la troisième étiologie de troubles de santé mentale chez la personne âgée, donc après la démence et après la dépression. C'est seulement entre 27 et 48 pour 100 000 personnes. Ils font une moyenne autour de 35 incidences annuelles. Les symptômes psychotiques, par contre, dans les éléments dépressifs, ont un peu la même incidence globale, autour de 30 sur 100 000 personnes aussi. Euh, Par contre, d'un autre côté, si on ne parle pas de psychose d'apparition, enfin de schizophrénie d'apparition très tardive, mais vraiment des phénomènes psychotiques, on sait que c'est 15% des personnes âgées qui vont en présenter à un moment dans leur vie. Avec ces 15%-là, quand on regarde bien, c'est 60% de ces symptômes psychotiques en fin de vie qui sont dus à des affections médicales ou neurologiques systémiques, donc souvent des prodromes d'une maladie neurodégénérative. Pour revenir sur la schizophrénie d'apparition très tardive, les facteurs qu'on retrouve, les facteurs de risque,
avec une corrélation retrouvée, c'est le fait d'être une femme. Euh, donc le sexe, en fait, c'est la même chose. L'âge avancé et le statut de migrant. Sans... Mince, pardon. Celui-ci, c'était une causalité. Cette fois-ci, au niveau des corrélations sans vrai lien de causalité retrouvé, on retrouve par rapport à la schizophrénie d'apparition précoce, on retrouve des antécédents dans l'anamnèse avec beaucoup moins de traumatismes familiaux, enfin, de l'enfance et beaucoup moins de formes familiales retrouvées. C'est aussi des patients qui vont avoir plus d'isolement social et de déficit sensoriel, mais sans lien de causalité, encore une fois, établi, plutôt des corrélations. Euh, ce qu'on va retrouver d'un point de vue vraiment du tableau clinique, c'est un tableau d'apparition insidieuse. L'hallucination, pardon, j'ai un peu développé plusieurs types d'hallucinations dans cette partie-ci, les différentes hallucinations, pour essayer d'affiner notre diagnostic à la suite d'un entretien. Par contre, il faut savoir que ces hallucinations ne sont pas pathognomoniques, donc il ne faut pas se fier uniquement à notre entretien clinique. Mais voilà, essayer d'avoir un peu cet œil quand même. Donc les hallucinations dans la schizophrénie d'apparition très tardive, c'est un tableau qui est d'apparition insidieuse. Et les hallucinations sont majoritairement visuelles et auditives, un peu multimodales quand même. Et il y a la thématique de persécution qui revient régulièrement. Par rapport aux hallucinations de la maladie d'Alzheimer, par exemple, qui vont être plus autour d'une méfiance. Les idées délirantes et de persécution sont présentes aussi, l'apparition insidieuse aussi. Et il va y avoir une majorité un peu plus visuelle que auditive, on va dire, même si tout peut se voir. D'un point de vue de la maladie à corps de Lévy, et c'est là-dessus que l'hallucination va être un peu plus subtile et va nous permettre un diagnostic un peu plus orienté. C'est un tableau hallucinatoire plus complexe, majoritairement visuel cette fois-ci, des zoopsies qui sont même assez fréquentes, une faible participation affective des hallucinations et peu d'éléments délirants qui vont tourner autour de ça. C'est souvent des patients qui décrivent vraiment des hallucinations assez complexes visuelles et un peu factuellement au niveau de leur description, beaucoup moins envahis d'un point de vue de la chimie que ce qu'on pourrait retrouver dans les deux autres que je vous décrivais juste avant. Bon, c'est un tableau assez un peu récapitulatif, un peu exhaustif de ces différentes hallucinations qui peuvent déjà vous orienter d'un point de vue de la démarche diagnostique. Euh, Là, donc, les critères de la schizophrénie d'apparition très tardive ont été proposés dans une revue de 2000 que j'ai retrouvée sur PubMed, donc cette apparition après 60 ans avec des éléments hallucinatoires, absence de démence, absence de troubles affectifs sous-jacents, absence de pathologie neurologique. Bref, un peu ce dont on parle depuis le début. Euh, pour pouvoir vraiment parler, donc avancer encore une fois dans notre démarche diagnostique et vraiment parler de troubles euh, de schizophrénie d'apparition très tardive, il faut vraiment, comme je vous le disais auparavant, avoir éliminé une cause secondaire du coup, parce que c'est 60% des causes des symptômes psychotiques chez une personne âgée. Rien n'est pathognomonique en faveur d'un trouble psychiatrique, et donc il faut avoir une démarche médicale exhaustive et vraiment adaptée à nos patients pour éliminer nos causes médicales sous-jacentes. C'est un tableau que j'ai retrouvé sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais qui peut être intéressant quand on se retrouve dans cette démarche diagnostique pour être sûr de passer à côté de rien. Euh, Globalement, ce sera des étiologies qui vont être neurodégénératives en grande majorité, mais on retrouve aussi métaboliques, infectieux, inflammatoires, nutritionnels, endocriniens et la toxicité médicamenteuse euh, dans nos étiologies. Et c'est quelque chose qu'on retrouve particulièrement là actuellement en psychiatrie de liaison.
qui nous oblige à être très vigilants à chaque fois qu'on nous appelle pour des troubles psychotiques de la personne âgée. Donc, garder cette idée d'une anamnèse approfondie. Euh, L'apparition, quelle est-elle? Est-ce qu'elle est plutôt aiguë ou subaiguë? Si on est dans ce contexte-là, est-ce qu'il ne faut pas plutôt penser à une cause secondaire de la psychose? Si vraiment, par contre, elle est vraiment très insidieuse pendant plusieurs mois, années, est-ce que ça peut pas être des troubles neurocognitifs? Voilà, gardez bien en tête notre démarche diagnostique. Ce que je trouvais intéressant de préciser, c'est que en plus, ce diagnostic autour de la schizophrénie d'apparition très tardive peut être même parfois flou. Il y a des grandes méta-analyses là qui sont assez robustes, qui montrent que globalement, il y a une- un risque de développer une démence chez les personnes atteintes de schizophrénie. Et inversement, les symptômes psychotiques sont peut-être des prodromes de la démence. Donc, en regardant un petit peu sur ce prisme-là, on se rend compte que le diagnostic parfois peut être flou autour de cette schizophrénie d'apparition très tardive. Est-ce que c'est des prodromes démentiels? Est-ce que c'est la schizophrénie qui provoque des troubles cognitifs chez notre personne âgée et donc qui vient faire des intrications diagnostiques assez complexes? D'un point de vue de la prise en charge médicamenteuse, euh, je l'ai divisé en deux parce que j'ai trouvé que c'était important d'avoir cet œil-là, vraiment d'un point de vue de la schizophrénie d'apparition très tardive, et d'un autre côté, les symptômes psychocomportementaux de la démence qu'on peut retrouver, dans lesquels on peut retrouver vraiment des troubles psychotiques. Euh, donc, on va utiliser régulièrement quand même des antipsychotiques atypiques. Euh, Par contre, comme souvent chez la personne âgée, il y a très très peu d'études qui ont été faites pour la schizophrénie d'apparition très tardive. Les balances bénéfices-risques ont jamais été correctement évaluées, donc tout ce qu'on fait, c'est autour de peu d'études. Jusque-là, jusque 2018, il n'y avait pas même d'études randomisées. Et on avait vraiment des niveaux de preuve assez faibles. On utilisait du coup Risperdal ou Olanzapine. Celui qui ressortait le plus, c'était surtout Paliperidone qu'on n'a pas ici, Paliperidone Péros qu'on n'a pas en France. En tout cas, la clozapine était pas spécialement, enfin, est pas spécialement recommandée d'un point de vue de la schizophrénie d'apparition très tardive, au vu de ses effets indésirables majeurs. Il y a eu une dernière étude qui se fait en double aveugle en 2018 et qui a été publiée dans The Lancet, qui propose cette fois un traitement par amisulpride à des posologies qui, comme vous pouvez le voir, sont assez faibles par rapport à ce qu'on utiliserait chez l'adulte classique, 100 mg, voire 50 mg. On retrouve des bénéfices sur 12 semaines et surtout peu d'effets extra-pyramidaux retrouvés. Donc, c'était une première étape dans la réflexion autour de la prise en charge de la schizophrénie d'apparition très tardive. Les posologies euh, maximales, enfin, voilà, le cadre des posologies proposées chez la schizophrénie pour la personne âgée et d'apparition très tardive notamment, c'est autour de 100-300 pour la kétiapine. Globalement, ce que je vous propose de retenir, c'est un peu les marges hautes qui sont toujours plus basses que celles de la personne âgée et qui, vous verrez, sont plus hautes par contre que celles qu'on proposera dans la démence. Parce que les patients en démence sont quand même des patients encore plus fragiles que les patients âgés. Et donc avec des posologies qui sont très faibles par rapport à la personne âgée euh, et plutôt cadrées pour la limite haute. Pour ce qui est de la schizophrénie pardon, pour ce qui est de la prise en charge des symptômes psychocomportementaux de la démence, là, c'est tout un arbre diagnostique proposé, enfin, un arbre décisionnel proposé par le Québec en 2016, il me semble. Il y a cette partie-ci qui est intéressante. Je vous ai mis un peu tout parce que parfois, on est un peu
embêter si vous voulez jeter un œil sur le reste. Mais globalement, voilà, pour la psychose, l'agitation et l'agressivité, les antipsychotiques ressortent aussi. Parfois, il y a des ISRS qui sont proposés également. Ça, c'est un peu un tableau qui va proposer démence par démence des traitements et quel niveau de preuve au niveau des études on se trouve. Mais je vous propose surtout de nous attarder un peu plus là-dessus et donc cet arbre décisionnel, enfin cet arbre décisionnel, ouais, au niveau de la prise en charge des syndromes psychocomportementaux de la démence, ce qu'on propose initialement plutôt avant de passer, comme vous pouvez le voir, à des prises en charge d'antipsychotiques qui se retrouvent vraiment en cinquième prescription, c'est de diminuer d'abord les anticholinergiques, d'optimiser les traitements au niveau du sommeil, de proposer des traitements par mémantine, les traitements qu'on propose vraiment dans la démence initialement, puis arrivent les ISRS avant de parler d'antipsychotiques de deuxième génération. Donc l'antipsychotique dans la démence n'a pas le même rôle que dans la schizophrénie d'apparition tardive. Il va arriver bien plus tard et avec d'autres lignes thérapeutiques initialement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les posologies sont pas les mêmes. On était déjà sur des niveaux, enfin sur des posologies assez basses pour le patient schizophrène âgé. Et là, on se retrouve avec des posologies qui sont quasi un tiers plus bas que celles de la personne, enfin du patient schizophrène. On parlait tout à l'heure de la kétiapine qui était à 300. C'est 200 actuellement, enfin, dans la schizophrénie, dans la démence. 10 versus 15 pour l'olanzapine. Bref, quasi un tiers de moins. Euh, En généralité, du coup, on parle vraiment d'une pause de diagnostic, comme je peux vous le montrer là, qui est importante pour l'adaptation thérapeutique. On n'utilisera pas les mêmes posologies de traitement selon les diagnostics et on n'utilisera pas même les mêmes médicaments. Mais dans tous les cas, on parle vraiment de patients qui sont fragiles et qui sont très sensibles aux effets indésirables de nos médicaments. Donc des posologies qui sont dans tous les cas plus basses, une balance bénéfice-risque qui est toujours à réévaluer, des traitements antipsychotiques particulièrement parfois mal tolérés avec, comme vous pouvez le savoir, des, des syndromes extrapyramidaux plus marqués chez la personne âgée. Et surtout, on a assez peu d'études actuellement, donc il va falloir plus d'études pour l'efficacité de nos médicaments et surtout faire attention toujours à cette balance bénéfice-risque. J'ai regardé un petit peu son retour en consultation et j'ai essayé de voir quelles avaient été l'évolution de ses symptômes et autres. Il n'y a pas eu de nouvelles poussées de la maladie inflammatoire du système nerveux central. Par contre, il y a eu une recrudescence hallucinatoire suite à l'arrêt du traitement quand elle est rentrée au domicile. À ce moment-là, le neurologue, du coup, a represcrit la kétiapine et a fait en sorte qu'il y ait un passage infirmier pour la délivrance des traitements. Euh, je pense qu'on reverra cette patiente au fur et à mesure de ses hospitalisations pour ces cures de rituximab et on essaiera d'affiner le diagnostic parce que les diagnostics, parfois, s'affinent un peu avec le temps qui est souvent nécessaire dans nos poses de diagnostic en psychiatrie et autres. Donc voilà, toujours un traitement toujours en attente. Euh, enfin, pardon, un diagnostic toujours un peu en attente, un peu flou. Un traitement qui a eu un effet surtout anxiolytique, peu antipsychotique. Et cette évolution dans le temps, comme je vous le parlais, qui nous permettra probablement de poser un diagnostic plus affiné. Du coup, la conclusion de est-ce que la psychose hallucinatoire chronique existe?
Moi, je vous propose aujourd'hui, mais c'est mon point de vue après avoir fait pas mal de recherches autour de ça. Je pense que c'est un diagnostic qui a eu sa place, qui était vraiment une entité, mais plutôt nosographique, un peu historique. Les quelques études qui proposent de le garder actuellement, c'est plutôt pour affiner un peu nos diagnostics en schizophrénie, peut-être avoir une espèce de sous-type de schizophrénie pour avoir peut-être des phénotypes et des génotypes plus précis pour la recherche. En clinique, moi, je pense que c'est un diagnostic qui parfois est peut-être trop flou et qui nous permet pas de classer euh, vraiment dans le neurocognitif d'un point de vue trouble psychiatrique et qui, une méconnaissance et de la psychiatrie actuelle, charge thérapeutique n'est pas des plus adaptées. Surtout, la PHC n'a pas d'application thérapeutique en tant que telle. Donc, on risque de passer à côté d'une bonne prise en charge thérapeutique. Et ce que je vous propose vraiment de retenir aujourd'hui, c'est les causes secondaires de la psychose d'apparition tardive, qui doivent être toujours au premier plan avec un bilan exhaustif et adapté. C'est le temps qui va nous permettre un peu d'affiner nos diagnostics avec une réévaluation régulière. Mais la pose du diagnostic doit être repensée régulièrement parce que du coup, nos traitements sont adaptés autour de ça et être toujours vigilant autour de nos traitements neuroleptiques et antipsychotiques et antidépresseurs. Euh, voilà, et de la tolérance clinique autour de tout ça. Merci pour votre attention.